Aujourd'hui, on s'intéresse au mouvement humaniste. C'est une philosophie qui n'est pas née dans les grandes capitales, mais bien dans un endroit assez inattendu, les sommets des Andes. Et de là, ce courant de pensée a voyagé à travers le monde avec un message de changement, autant personnel que social. Pour bien commencer, partons de cette idée de Silo, le fondateur du mouvement. Ça va vraiment au cœur de sa philosophie. Le grand changement social, eh bien, ça commence d'abord par une transformation à l'intérieur de soi. C'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va parler du fondateur. Ensuite, on va plonger dans les idées principales du mouvement. Après ça, on va voir comment ces idées-là se transforment en actions concrètes avant de terminer avec l'héritage du mouvement et les controverses qui l'entourent. OK, allons-y. Notre histoire, elle commence pas dans une université ou dans un parlement. Non, elle commence très haut, dans la cordillère des Andes. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein? Le mouvement humaniste est né dans une période vraiment trouble. Son fondateur, Mario Rodriguez Cobos, qu'on connaît sous le nom de Silo, a dû faire son premier grand discours dans un coin perdu en montagne. Pourquoi? Simplement pour contourner les interdictions du gouvernement militaire qui était au pouvoir. Et ce qui est assez fou, c'est que cette persécution-là, elle va avoir l'effet complètement contraire à celui qui était recherché. En forçant ses membres à s'exiler, les régimes militaires ont, sans le vouloir, aidé le mouvement à se répandre partout sur la planète. C'est donc dans ce climat de répression qu'une philosophie radicalement non violente va émerger. Alors, c'est quoi, au juste, les idées derrière tout ça? Le cœur de l'idéologie, ce qu'on appelle souvent le nouvel humanisme, tient en une idée simple mais vraiment puissante. La dignité et l'égalité de chaque personne, c'est la valeur la plus importante, au-dessus de tout le reste. Et ces idées ne sont pas juste des concepts en l'air. Elles sont organisées en 6 points très clairs. C'est vraiment la colonne vertébrale du mouvement. Ça guide absolument toutes les actions, que ce soit de reconnaître la diversité ou de rejeter la violence sous toutes ses formes. Il faut insister là-dessus, le choix de la non-violence active, à une époque où la lutte armée était une tactique révolutionnaire très commune, c'était une position carrément radicale. C'est ce qui a vraiment démarqué le mouvement de beaucoup d'autres groupes à ce moment-là. Bon, les belles idées, c'est bien, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, le mouvement, il agit sur 2 fronts en même temps, un front intérieur et un autre extérieur. Le point de départ, c'est l'individu. L'idée, c'est que la violence dans la société, elle prend racine dans nos propres contradictions, notre propre violence intérieure. Le travail consiste donc à trouver un équilibre, à unifier ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et puis, il y a le deuxième niveau, l'action dans le monde. Et ça se fait à travers tout un réseau d'organisations. Il y a le Parti humaniste, bien sûr, pour l'action politique, mais il y a aussi des groupes comme Monde sans guerre qui militent pour le désarmement. Ça montre bien que l'action se déploie sur plusieurs fronts. Et cette double approche personnelle et sociale, ça a mené à des projets d'envergure. Pensez par exemple à la Marche mondiale pour la paix et la non-violence en 2009. Elle a traversé plus de 100 pays. OK, ça nous amène à aujourd'hui. Quelle est la place de ce mouvement dans le monde actuel? On va regarder ses propositions face aux crises, son impact, mais aussi, on ne va pas se le cacher, les grosses controverses qui l'entourent. Face aux crises qu'on vit, la position du mouvement est claire. Le système actuel ne peut pas être simplement amélioré, il faut le changer. Et ce changement, il doit venir de la base en reconstruisant les liens sociaux dans nos communautés. Par contre, il y a une ombre au tableau qui suit le mouvement depuis des décennies, les accusations d'être une secte. De leur côté, les membres soutiennent que c'est une campagne de diffamation qui a commencé à l'époque des dictatures pour des raisons politiques. Et comment Silo voyait-il son propre mouvement face à tous ces défis? Il utilisait une métaphore assez parlante, celle de David contre Goliath, la force de ce qui est petit et faible contre ce qui est grand et puissant. Finalement, on reste avec cette grande question. Dans un monde qui semble se fracturer de partout, est-ce qu'une approche qui essaie de réconcilier le spirituel et le politique, le personnel et le social, est-ce que ça peut vraiment offrir une voie d'avenir? La discussion est ouverte.